de la compta. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média. Les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec notre Média Mix, c'est l'essentiel de l'info média en images et en 5 minutes. Avec dans l'actu le carton d'Olivier Besancenot chez Michel Drucker, les photos volées du mariage de Mélissa Thoriot et Jamel Debbouze, le mercato télé, ça commence à bouger du côté des animateurs et la passe d'armes entre l'UMP et l'AFP. Plongé dans la folie de Cannes, 350 équipes de télévision ont envahi la Croisette. C'est du jamais vu. Cérémonie officielle, première montée des marches. Nous étions avec les journalistes en plein coup de feu le jour du lancement du festival, mercredi. Julien Lepers s'éloigne de Questions pour un champion, mais c'est seulement le temps d'une soirée. Il co-animera le concours de l'Eurovision la semaine prochaine avec Jean-Paul Gaultier. Cérémonie pleine de surprises cette année avec déjà une polémique. Il nous dira ce qu'il en pense. Il est notre invité. Sur le plateau de Plus Clair également, une Miss France pas comme les autres. Valérie Bègue a fait beaucoup parler d'elle en 6 mois. Photos osées, bras de fer avec Geneviève de Fontenay et une rumeur, son arrivée sur TF1. Nous ferons le point avec elle. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Laurent Veil et Darren Tulette, la Webzone, la télé des voisins et l'Observatoire des séries avec un nouveau héros télé. Il travaille pour le diable. Voilà pour le sommaire. Et l'on commence avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix, préparé par Christelle Rebière et Théodore Bourdeau. C'est parti. Vivement dimanche dernier, Olivier Besancenot a offert un joli score à Michel Drucker, 19,5% de part d'audience en première partie et 21,8% en fin d'après-midi. Jusqu'où ira-t-il ? Le postier de la LCR, devenu le tché du dimanche, a même permis à l'émission de réaliser son meilleur score de la saison avec un invité politique. Je vois pas ce qu'il y a de super surprenant là-dedans. Mais il ne faudrait pas crier victoire trop vite. En 99, sur le même canapé que Besancenot, Arlette Laguiller avait fait 3 points de plus. Les travailleurs et travailleuses apprécieront. En général, quand il y a le bordel, c'est eux. Record à la baisse pour TF1, avec une moyenne de 25,3% de part d'audience sur la semaine du 5 au 11 mai. La Une réalise son plus mauvais score depuis sa privatisation en 87. Depuis le début de l'année 2008, l'audience de TF1 a perdu 10%. Alors que se passe-t-il ? Les grandes chaînes commerciales, TF1 et M6, font moins d'efforts de programmation. Pendant les semaines de pont, TF1 a rediffusé des séries américaines qui sont ses séries phares, mais ce sont quand même des rediffusions, Grey's Anatomy, Les Experts Manhattan ou encore Dr House. Donc par défaut, les téléspectateurs préfèrent aller voir ce qui se passe ailleurs plutôt que de regarder des rediffusions. Autre explication, la nouvelle concurrence de l'Access Prime Time d'M6. On voit par exemple qu'entre 18h et 19h, M6 est venu attaquer TF1 avec un programme qui cartonne, un dîner presque parfait, et qui a fait perdre 3 points de part d'audience à TF1. Dernier coup dur en date pour la Une. Mercredi, la chaîne a annoncé une baisse de 20,5% de son résultat net par rapport à l'an dernier. Vraiment une semaine à oublier pour TF1. Les mariés étaient en blanc. Nous ne vous en montrerons pas plus car les images du mariage de Mélissa Thoriot et Jamel Debbouze que vous avez vues dans les magazines People cette semaine n'ont rien d'officiel, au contraire. Un célèbre paparazzi avait lancé un défi aux futurs époux sur le plateau de Coé une semaine auparavant. Je voulais faire un message aussi à Jamel et Mélissa, ces deux, qui vont bientôt se marier, que j'apprécie beaucoup et je pense que je vais aller faire les photos de leur mariage. Résultat, il a été le seul à s'introduire sur le site du mariage à l'abbaye des Vaux de Cernay. J'ai fait l'escalade à 3h du matin. Une fois là-haut, j'ai préparé une sorte de camouflage avec le lierre qui était au sol. Je l'ai découpé, je l'ai mis à la verticale, ficelé contre une rambarde. Donc ça m'a fait une sorte de cachette. Et il a revendu ses clichés à Voici, VSD, Gala ou encore Paris Match. La petite affaire lui aurait rapporté dans les 80 000 €. Il risque d'être attaqué comme les magazines qui ont publié les clichés, mais peu importe. Pour le moment, je crois, oui, c'est le meilleur coup de l'année. Mais ce sera sans doute pas le meilleur coup de l'année. Sans doute pas. Dans l'été, en général, il y a des meilleurs coups que ça. Cette semaine, la tension entre les journalistes de l'AFP et la majorité n'est pas retombée. L'AFP, c'est une rédaction. C'est un grossiste en information qui fournit 10 000 médias dans le monde, 10 000 médias. Et l'AFP, ça fournit des journaux de droite, de gauche, des télés, des radios, des sites internet. Ce qu'on appelle la ligne éditoriale chez nous n'a rien à voir avec une ligne politique.
Réunis en Assemblée Générale mercredi, ils ont fait bloc face aux déclarations du porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, et à celles de Nicolas Sarkozy sur le manque d'objectivité des journalistes. L'UMP a reproché à l'agence d'avoir censuré un communiqué concernant une condamnation au prud'homme de Ségolène Royal. Des problèmes avec le pouvoir, il y en a toujours eu. Ce qui est relativement nouveau, c'est que la querelle a été portée sur la place publique et ce n'est pas de notre fait. Donc forcément, l'AFP, qui a une tradition de grande discrétion, pour une fois, se défend publiquement comme elle a été attaquée. Affaire à suivre. Ça commence à bouger du côté du mercato. Samuel Etienne ne sera pas la saison prochaine aux commandes de l'édition spéciale sur Canal+. C'est Bruce Toussaint qui le remplacera. Mais du coup, ça laisse une case libre à la matinale. Et là, on n'en sait pas plus. TF1 se féminise. Charles Villeneuve sera remplacé par Magali Lunel, venue de la pouponnière du groupe LCI. Elle aurait brillamment remporté le casting interne et présenterait une nouvelle émission de reportage à la place du droit de savoir. France 2, elle, refont ses émissions culturelles. Guillaume Durand et Esprit Libre, c'est fini. Mais l'émission pourrait continuer sans lui et le journaliste garderait une case culturelle hebdomadaire, peut-être le dimanche après-midi. Jeudi, choc de culture. Enchanté. Bonjour, Frédéric. Nice to meet you. Présentation à la presse du futur numéro de Rendez-vous en terre inconnue diffusé sur France 2. Adriana Carambeu est partie dans les montagnes éthiopiennes chez les Amara qui n'imaginent pas à quoi peut servir un top modèle. Bon alors, demain, nous les hommes, nous partirons labourer les champs avec les bœufs. Bonne chance. Et moi, je veux faire quoi? On ira ensemble chercher de l'eau, nettoyer la maison, préparer la bière et faire le repas. Je me suis dit, mais je ne vais pas tenir. Je veux juste un bon matin, je ne me réveille plus. J'avais froid non-stop, il faisait -5 la nuit. Et j'ai pas l'habitude de marcher 12 heures par jour, c'est sûr. Mais tout ça, ça rendait ce voyage encore plus fort. Elle a tenu et le résultat est souvent émouvant. L'idée était dans les tuyaux depuis 3 ans, mais Frédéric Lopez a préféré attendre. J'ai pas commencé par Adriana Carambeu parce que je connais les préjugés qui la concernent. C'est-à-dire qu'à la fois on l'admire pour son physique, mais on suppose que parce qu'elle est blonde et très jolie, elle est bête. Voilà. Comme je voulais que les gens connaissent cette émission d'abord, elle le savait, je lui ai demandé d'attendre son tour. Parce que je voulais d'abord qu'on sache ce que je faisais. Et donc j'ai pris des gens sur lesquels il y avait moins de préjugés. Vous jugerez par vous-même fin juin sur France 2. 350 chaînes sur la Croisette, c'est un record. Jamais autant de médias ne s'étaient donné rendez-vous à Cannes. Une cohue qui a commencé mercredi. Dès l'ouverture du festival, nous étions là-bas. Nous avons suivi les télés étrangères et un animateur français, Antoine Decaune. Le début du festival dans la folie du premier jour, c'est un sujet de Karima Hamzaoui et Laetitia Krupa. Je déclare ouvert le 61e Festival de Cannes. Action! Quelques heures avant cette 61e cérémonie d'ouverture, nous avons suivi la montée en puissance de l'un des événements médiatiques les plus importants de la semaine. Nous étions donc aux côtés des télés internationales, des nouvelles têtes de la TNT, mais aussi des stars du petit et grand écran. Retour sur une journée marathon. 10h, présentation à la presse du film Kung Fu Panda. L'acteur Jack Black en mouvement assure la promo. Et maintenant, je vais vous apprendre le kung-fu. Parmi les journalistes présents, Janice, qui est aussi productrice, elle fournit des images à 4 chaînes américaines, G4, une chaîne pour les 15-25 ans, E-Entertainment, une chaîne People, American Movie Channel consacrée au cinéma et enfin à CNN, la chaîne info la plus regardée. Beaucoup de nos clients ne sont pas encore arrivés, donc c'est moi qui filme pour eux. En ligne, un de ses clients justement. Non, ils nous ont pas donné d'accréditation pour filmer. En France, vous avez vraiment une importante administration. Pour les Américains, l'événement majeur du festival, c'est Indiana Jones. D'ailleurs, un de nos clients, E-Entertainment, a obtenu l'exclu de la couverture de cet événement. Midi au Martinez, nous retrouvons Antoine Decaune qui présente Extérieur Jour à Cannes. Il a rendez-vous avec l'actrice américaine Julianne Moore, une consoeur en quelque sorte. Je ne suis pas tout à fait persuadé que ma réputation soit parvenue aux oreilles. Je le déplore d'ailleurs. Et pour détendre son équipe, l'homme de cinéma a un running gag favori. Toujours. Cliquez une porte. Avec quelques minutes de retard, Julianne Moore arrive avec une garde très rapprochée. Les consignes sont très strictes. L'interview durera 10 minutes montre en main.
À 14h, direction le Palais des Festivals où nous retrouvons Julianne Moore aux côtés du casting tout entier du film d'ouverture Blindness, entre autres Danny Glover. C'est le film qui ouvre le festival, voilà. La seule à avoir pu l'approcher et lui poser une question, c'est elle, et elle n'en est pas peu fière. Je l'ai suivi sur tous les festivals. En Égypte, à Dubaï, je l'ai interviewé partout. Puis c'est la classique conférence de presse. Tous les journalistes n'y ont pas accès et se contentent de la suivre sur cet écran. À deux pas, la présentatrice d'une chaîne chinoise enregistre son plateau et nous explique pourquoi elle est venue à Cannes. Le plus important pour nous, c'est le film 21st City réalisé par Zhang Qijia. Un film chinois qui, espérons, aura un prix ici à Cannes. 16h sur la Croisette, il y a aussi la TNT comme Énergie 12. Pour son premier festival, la chaîne a parié sur une nouvelle présentatrice, Solène Gallagher. Nous allons faire entrer dans l'une... Rencontre, ouais. Soirée VIP, star, rencontre exclusive. Nous allons faire entrer dans l'univers de Tellement Cannes. C'est le premier jour, on prend nos marques, on fait la lumière, il y a beaucoup de monde, on veut être sur la Croisette parce que Cannes pour moi c'est la Croisette. Donc voilà, on installe tout, mais ça y est, ça va se mettre en place, ça va être très bien. Hein, c'est comme ça, c'est à l'arraché en fait. Alors Cannes, c'est mon quatrième Cannes et c'est toujours à l'arraché. Jérôme Pitorin, ancien troubillon de la Nouvelle Star, s'occupe lui des insolites de Cannes. Je vais pas aller côtoyer en gros l'organisation officielle quoi. Je suis plutôt allé dans l'underground. C'est de l'impro? Ah bah oui là, oui. Oui, c'est plutôt comme ça que je travaille moi. Eh oh, vous avez vu l'heure ou quoi? Vous avez vu l'heure? Mais c'est parti là, ça a commencé les mecs. Allez, on s'habille là, costard, hop, le smoking, allez hop, on y va les enfants. Allez, hey! Non loin de la plage, justement, l'endroit où les médias anglo-saxons se donnent rendez-vous. Ici, c'est Armand Lachance qui nous fait la visite. Alors, bienvenue au pavillon américain. Il y a 50 000 personnes qui sont inscrites au festival. Et puis, il y en a 5 000 qui passent par jour au pavillon américain. Alors, si vous voulez me suivre, on va passer ici. Comme vous voyez, on a Access Hollywood, qui est une émission américaine de variété avec Billy Bush, le neveu de Monsieur Bush. Le temps d'aller de l'autre côté du pavillon, voici donc l'endroit d'où toutes les télés américaines filment les marches. Tous les étages de cet immeuble, chaque appartement est loué par ABC, CBS, NBC, Fox. Ils ont tous des étages différents. À cette heure-là, Antoine Decaune, lui, est au 7e étage de l'hôtel Majestic pour enregistrer les plateaux d'extérieur jour. 3, 2, 1, top. Sex and the City, le film était annoncé en ouverture du festival. Il était très bien là, non? Carole. Ah. Il était parfait. Ouais, il a savonné un peu quand même. Il a mis beaucoup de temps pour faire ses prises. Puisqu'il y avait une tournure de phrase totalement absconse. On a toujours indifférente. C'est moi qui l'ai écrite, alors forcément c'est pas bien écrit. Clair, c'est moche. Après une petite virée en mer pour le dernier enregistrement de la journée, Antoine Decaune doit se dépêcher. Ce soir, il monte les marches pour la cérémonie d'ouverture, mais il n'a pas oublié un petit détail. Il faut le nœud pape, non? Ah, le nœud pape. Non, je sais pas. Faut me le mettre. Alors... Volontaire. Carole. Allez, c'est la... Alors là, je crois que j'ai fait un... C'est-à-dire qu'il ne se retire plus. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais. C'est bien aussi. Est-ce que Félix, tu peux venir m'aider? Ça vient, je peux plus parler. De toute façon, on a fait tous les plateaux, là, il n'y a plus rien sur cette truc. Hop. Merci. Il est 19h30 et Guillaume Durand continue d'animer le 18-20 d'Europe 1. C'est le 18-20 d'Europe 1. Guillaume Durand. Effectivement, nous sommes en direct, il fait très beau. Pourquoi la France n'a pas gagné la Palme d'Or depuis Piala en 87? Nous allons en parler avec Jean-Pierre Lavoignat, journaliste, fondateur de Studio Magazine, et Serge Kaganski, rédacteur en chef adjoint des Inrecuptibles et chef du service cinéma. Donc si on n'est pas là, c'est comme si on n'était pas là au championnat d'Europe des Nations, c'est comme si on ratait les Européennes, c'est juste absolument impossible. 20h, fin de l'émission de Guillaume Durand. À l'intérieur du palais, c'est Édouard Baird qui fait son show. Good evening, ladies and gentlemen. Après la projection du film d'ouverture, la soirée du film d'ouverture, il est déjà minuit. Jérôme Pitorin, lui, est très loin des stars. Est-ce qu'il y a des stars ce soir? Que du beau monde, hein, ça c'est sûr, ça ne manque pas. Toujours pas de people, on n'a pas dit notre dernier mot. Moi malgré tout j'ai de quoi faire un sujet, mais voilà, sans le cahier des charges rempli, j'ai la moitié, j'ai l'humour, j'ai pas les people avec. Bon,
J'ai des faux people. 11h30, jeudi matin, Jérôme Pitorin arrive au bureau pour le montage de sa chronique. Moi, je me suis couché à 4h moins le quart. Vous marchez à quoi pour tenir comme ça? Je marche au plaisir, à l'envie et au café. Room service. Café aussi pour Guillaume Durand. L'expérience du rosé que je n'avais pas fait depuis longtemps, depuis un an, et j'ai eu une casquette ce matin absolument extraordinaire. Allez, bon courage Guillaume. Bon, au revoir, plus clair. Le grand avantage de la radio, c'est qu'on n'est pas obligé de se raser. Trop cool, comme dirait mon fils. Ciao. Samedi prochain, ça se passe à Belgrade, 53e concours de l'Eurovision. Et pour commenter ce show, un duo inattendu. Le couturier Jean-Paul Gaultier rejoindra un habitué. Julien Lepers, l'animateur vedette de France 3, se prête une nouvelle fois au jeu. Cette année, le concours s'annonce décalé. Un parfum de polémique autour du candidat français, des surprises. Julien Lepers va nous en parler puisqu'il est notre invité. Bonjour Charlotte, bonjour Canal+, bonjour Plus Clair, toute l'équipe. J'ai l'impression d'être à question pour un champion. Ça y est. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Plus normal, Clair. Normalement on devrait être deux. Jean-Paul, tu devrais être à côté de moi, Jean-Paul Gaultier, mais il sera là pour l'Eurovision. Bon, vous allez être son porte-parole, vous allez parler à sa place. Voilà. Vous connaissez bien le concours de l'Eurovision? Je me posais la question l'autre jour, ça fera 5 fois. Oui, c'est ça, c'est la 5e fois. Ça fera 5 fois, oui. Donc c'est pas mal, mais j'aime la musique. Moi j'ai fait beaucoup de chansons. Ouais. Donc c'est un truc, je me sens assez légitime. Vous l'avez commenté déjà avec Guy Carlier? Oui, avec Guy Tex. Carlier, avec Tex l'année dernière. Ouais. Et vous dites oui à chaque fois quand on vous propose l'Eurovision? Ben oui. Pourquoi ça vous plaît? Oui, parce que plus les gens disent que c'est ringard, c'est vieux, c'est passéiste, c'est épouvantable, plus j'y vais. Vous trouvez ça ringard, vous, ou pas? Ben non, mais bien sûr que non. Bon, il y a des choses ringardes, mais on est toujours le ringard de quelqu'un. Bon, moi, je fais beaucoup de chansons. J'ai écrit beaucoup de chansons dans ma vie. J'en ai vendu pas mal. Et la chanson, la musique m'intéresse. Alors, il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime pas beaucoup. Oui, mais j'aime. C'est une vitrine et j'aime y aller. Quand François vous a annoncé qu'ils avaient choisi Jean-Paul Gaultier, Non. Ils m'ont demandé. J'ai trouvé ça excellentissime comme idée. Ouais. Et j'ai dit, mais 1000 fois d'accord, bien sûr. Et on s'est vu il y a pas longtemps, Jean-Paul et moi, on a passé 2-3 heures ensemble. Et je suis très heureux de faire cette émission. C'est très spécial parce que c'est 3-4 jours que nous allons passer ensemble, tous les deux, avec les répétitions. Et c'est vrai que Ruquier disait ça. Laurent, tu disais l'autre jour qu'on était dans une petite cabine. C'est vrai. Ouais. Tu disais qu'on voit rien, qu'on n'entend rien. C'est faux. On voit bien et on entend bien. Mais c'est vrai que la cabine est exiguë. Et alors, il disait à Jean-Paul Gaultier, est-ce que vous avez relooké Julien Lepers avec ses vieilles vestes jaunes et ses cravates vertes et tout ça? Mais on ne nous verra pas à l'antenne. On me voit pas à l'antenne. On ne nous voit pas à l'antenne. On entend les commentaires simplement. En tout cas, cette année, François a pris le risque du décalé, du branché. Sébastien Tellier, qui était connu jusque-là sur la scène plutôt électro-pop, dans les milieux plutôt branchés. Oui. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous connaissiez sa musique? Alors la réponse est non. Il faut vraiment que je dise la vérité. Je ne connaissais pas. C'est assez pointu. Vous pensez qu'il a ses chances? Oui, bien sûr. Tout le monde a ses chances. Ça dépend aussi de sa prestation scénique dans l'émission. Ça dépend comment il va se comporter, comment il va bouger dans l'espace, comment il va porter les fringues, comment il va chanter, comment il va regarder les caméras. Ça dépend de plein de petites choses. Il a un côté un peu dandy. C'est vrai qu'a priori comme ça, on se dit c'est pas le style variété qu'on a l'habitude de voir. Non, et alors, allons-y. Je ne sais pas s'il va gagner, s'il sera premier, dernier, on verra bien. Mais c'est ça toute la joyeuse incertitude d'un concours. Le choix de Sébastien Tellier, c'est de chanter sa chanson, donc son titre Divine, en anglais. Ça a provoqué une belle polémique qui a carrément atterri à l'Assemblée. Je vous propose d'écouter l'un des députés. Voir la France représentée par quelqu'un qui parle en anglais, ça plaît pas aux Français. J'ai interpellé lundi dernier le ministre de la Culture et de la Communication sur cette affaire. Et la presse s'est emparée, les médias se sont emparés de cette affaire. Alors Sébastien Tellier, lui, ça le fait plutôt sourire. Vous, ça vous... Moi, ça me fait sourire aussi. Pardon, monsieur le député. Bon, il a raison, il défend son truc. Mais monsieur le député Gonod, je vous signale que le groupe ABBA, il y a quelques années, il y a déjà pas mal de temps, qui avait chanté Waterloo et qui a gagné l'Eurovision pour la Suède, ils n'ont pas chanté en suédois. Ils ont chanté
en anglais. Et après, ABBA a vendu 150 millions de disques dans le monde entier. Immense succès. Je crois que c'est vraiment, pardon monsieur le député, c'est vraiment un combat d'arrière-garde, ça. Ça va peut-être augmenter ses chances, parce que jusque-là, les Français, en général, on arrive plutôt en bas du classement. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on est si nul? C'est difficile. Ça, c'est vraiment compliqué, parce qu'il y a aussi des votes, on s'en aperçoit très bien. Le moment des votes, 1 point, 2 points, 3 points, 12 points, on s'aperçoit vraiment qu'il y a des stratégies un peu politiques. Le Portugal vote beaucoup pour la France qui vote pour le Portugal, les pays de l'Est qui votent entre eux pour... Vous diriez que c'est carrément géopolitique, l'Eurovision? Il y a beaucoup de ça. Ouais. Ou alors il faut vraiment qu'une chanson s'impose, que ça soit fantastique pour qu'elle puisse s'imposer et aller au-dessus de tous ces obstacles-là. Mais il y a plein de choses qui interviennent dans ces résultats-là. Cette année, en tout cas, il va y avoir des candidats improbables. Je vous les montre. Dustin the Turkey, pour commencer. Je ne le connais pas du tout. C'est pour quel pays? On les voit, c'est pour l'Irlande, Dustin the Turkey. C'est un dindon qui va chanter. Ah oui, c'est spécial. Oui. Les Pirates of the Sea de Lettonie sont assez intéressants aussi. Oui. Ça, Jean-Paul, il va se régaler avec ça. Voilà. Il va commenter ça, il va se régaler, Jean-Paul Gaultier. Et non, mais il y en a d'autres, mais c'est pour ça, il y a des surprises. Dans le look improbable, on a aussi Rodolfo Chiquilicuatre de l'Espagne. Oui. Ça, je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Terrace Bettoni, qui vont représenter la Finlande. Là, on est plus dans non, mais là, on va s'amuser. Avec tout ça, ça va être sympa à commenter. Et Laka, pour la Bosnie-Herzégovine. Oui. Voilà. Donc là, on est dans des oui, c'est spécial. Là, c'est vraiment spécial. Et puis à côté de ça, il y a des chansons tout à fait traditionnelles. 20 ans que vous présentez Question pour un champion. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, à ce sujet... 3 millions de téléspectateurs chaque soir, en moyenne. Oui, ça dépend, parce que ça dépend si c'est l'hiver, l'été, ça peut être plus, ça peut être moins. Nous avons ouvert le dimanche, il y a 1 an et demi, le dimanche marche très fort, à 18h. C'est 1 heure de jeu, c'est plus une demi-heure, c'est 1 heure. Et on fait des spéciales que vous connaissez. Mais à ce sujet, on parle beaucoup d'un succès sur la 6 qui s'appelle le dîner. C'est un dîner presque parfait. M6 n'a pas réalisé d'aussi bons scores à cette heure-là. Depuis longtemps. Depuis Love Story, carrément. Voilà, c'est un très beau succès qui est à la même heure que nous. Mais je dois dire, quand j'entends les commentateurs dire que c'est numéro 1 à cette tranche-là, c'est totalement faux. Pardon de le dire. Non, la question c'est, est-ce que ce programme vous menace réellement ? Bien sûr que non. Non, on est numéro 1 et depuis longtemps et on l'est encore, même avec ce dîner en face de nous. Donc c'est faux de dire qu'ils sont numéro 1. Nous sommes numéro 1, mais on va pas se battre là-dessus. Mais je voudrais rectifier ça quand même. Non, mais c'est fantastique d'être en tête avec uniquement des questions, des réponses, des livres à gagner, rien de sensationnel. Il n'y a pas de bimbo, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de fric, il n'y a pas... Enfin bon, c'est vraiment un très très beau résultat. Je suis mal placé pour le dire. Ça fait prétentieux, mais je suis très content de toute cette équipe et des résultats qu'on a dans Question pour un champion. Samedi prochain, finale de l'Eurovision en direct de Belgrade. C'est à 21h sur France 3. Avec Jean-Paul Gaultier. Avec Jean-Paul Gaultier, évidemment, pour le commentaire. Le mercredi 28 mai à 20h55, Question pour un champion spécial Grandes Écoles. Ça, c'est superbe, ça. Ouais. Question pour un champion spécial Grandes Écoles, c'est notre plus grosse audience de l'année en général. C'est un grand moment dans la vie de Question et c'est donc le 28 mai prochain, 20h50 sur la 3 et sur TV5 Monde. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Merci beaucoup, Julien. C'est moi qui vous remercie. Salut à tous. À suivre, le zapping, l'ITV Télé cette semaine, Laurent Veil et Darren Tulette. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries, rencontre avec un chasseur de démons à Los Angeles, la télé des voisins avec la plus bimbo des ministres. Ça se passe en Italie, bien sûr. Vous verrez ses meilleurs moments télé, la Webzone et bien sûr notre invitée Valérie Bègue, la sulfureuse Miss France 2008. C'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine, un cru Canal+, Laurent Veil face à Darren Tulette. On regarde. Qui parle dans ton oreillette? Le prince Charles. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? On me confond encore souvent avec Dominique Chapat ou Emmanuel Chin. Dominique Chapat parce que mon émission de cinéma sur M6 passait après lui. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Je pense que Virginie Elfira doit être a good kisser. Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF? La marche du siècle. Le produit pour lequel tu accepterais de faire de la pub? L'Eurostar, évidemment, parce que je passe la moitié de ma vie dedans. Le produit pour lequel tu refuserais de faire de la pub? Les cuisses de grenouille. Selon toi, l'homme politique qui ferait un bon animateur télé?
Jean-Marie Cavada, mais je crois que c'est déjà fait. L'émission à laquelle tu ne participeras jamais. La Nouvelle Star, parce que selon mes filles, je chante comme une casserole. Tu écris tes mémoires, tu leur donnes quel titre? La Reine d'Angleterre. L'émission télé que tu aurais aimé inventer. Le Petit Rapporteur. Chante-moi ton générique de télé préféré. Hawaii 5. Enfin, en français, Hawaii Police d'État. Tu arrêtes la télé demain, tu fais quoi? Je pense que j'irai ouvrir une baraque à frites dans la baie de Rio de Janeiro, histoire de prendre l'air et de respirer. Le journal de Claire Chazal ou le journal du hard? Plutôt le journal du soft avec Anne-Sophie Lapix. Le produit pour lequel tu ne ferais jamais de la pub. Tout ce qui concerne produits intimes de la femme, je crois que je ne serais pas le plus approprié. Avec quel animateur ou animatrice du PAF prendrais-tu une douche? Louise Bourgoin, je garde un bon souvenir de la dernière fois. Ta série télé préférée? Cold Case, que j'aime beaucoup. Les animateurs télé sont-ils plus de droite ou de gauche? Je pense qu'ils sont plutôt au milieu parce que sinon ils sont mal cadrés. Est-ce que tu connais un animateur ou une animatrice qui a eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, Hervé Matou, mais on préfère ne pas trop en parler parce que c'est très très bien réussi quand même. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez, Laurent Veil et bien sûr sur la Croisette. Vous le retrouvez tous les soirs sur le tapis rouge à partir de 19h15 dans le Grand Journal. Il est aussi tous les dimanches en clair à 11h35 pour les rencontres de cinéma. Darren Tulette, lui, sera aux côtés d'Hervé Matou pour la dernière de l'équipe du dimanche de la saison. Ce sera demain à 22h50. Le jour de ses 21 ans, ses parents lui apprennent que son âme a été vendue au diable. Il va devoir enfin se mettre au boulot. Son job, chasser des démons. C'est le pitch de Reaper, série qui débarque en France. Nous avons rencontré les comédiens à Los Angeles. Leur interview, le pire et le meilleur des séries télé, c'est l'Observatoire des séries préparé par Vincent Calvet avec Didier Alouche. Le jour de ses 21 ans, Sam va avoir comme une drôle de surprise. Before you were born, your mom and I sold your soul to the devil. Du coup, il est contraint et forcé de s'improviser chasseur de primes pour le diable. Le diable, c'est lui. Le comédien Ray Wise, vu dans la série de David Lynch Twin Peaks, a vraiment la gueule de l'emploi. Quand je ne souris pas, je peux devenir vraiment inquiétant. Ça fait comment? Montrez-nous. Arrêtez, j'ai peur. La mission de Sam et de ses amis, capturer des démons et les ramener en enfer. Reaper, en français Le Diable et moi, c'est une série apparue en septembre dernier sur la chaîne américaine The CW, une série au croisement de plusieurs genres, super-héros, horreur et comédie pour ados. Cette série est un peu comme Buffy contre les vampires. Au départ, ça a l'air un peu cliché, mais au fil des épisodes, on développe des histoires sur le thème de l'amitié et des rapports amoureux. Les chasseurs de démons ici sont des jeunes un peu losers qui passent beaucoup de temps à ne pas faire grand-chose. En argot américain, on les appelle des slackers. C'est quoi un slacker? Regarde-moi, j'en suis un. Tu peux tout faire, tu peux t'adapter à tout. Je reçois énormément de scripts où les héros sont des jeunes paumés. Ce genre d'histoire est très populaire en ce moment. C'est un peu comme Spider-Man, on peut vraiment s'identifier à ce héros. L'épisode pilote de Reaper a été réalisé par Kevin Smith, à qui l'on doit Clerks ou encore Dogma. Ces héros sont souvent des jeunes glandeurs. C'est la première fois qu'il réalise un épisode de série télé. La seule différence entre les personnages de mes films et ceux dans cette série, c'est qu'ils disent beaucoup moins de gros mots, vu que c'est pour la télé. Je crois que c'est une raison pour laquelle on a dit oui tout de suite. On est tous fans de Kevin Smith. Le Diable et ses drôles de disciples seront à partir du 28 mai sur Canal+ Family. Aux States, malgré une audience décevante, cette série aura droit à une seconde saison. Yes. Oui. That'll work. Hasard ou coïncidence, cette semaine, 2 personnalités sont apparues dans des feuilletons quotidiens, autrement dit des soaps. Dans l'épisode des Feux de l'amour diffusé mardi sur la chaîne américaine CBS, on a pu découvrir cette femme. Vous ne l'avez peut-être jamais vue avant, mais son visage vous rappelle sans doute quelqu'un. Elle est la maman de Paris Hilton. Kathy Hilton joue ici son propre rôle. Elle en a bien sûr profité pour nous dire un mot sur sa fille.
Sam grew up with Paris. And now they're in the tabloids together. Thanks, Jamie. Cela faisait près de 30 ans qu'elle n'avait pas joué la comédie, mais elle était déjà apparue en 77 dans un épisode de la série Happy Days. La maman Hilton n'est pas la seule personnalité à être apparue dans un soap cette semaine. Quelques jours plus tôt, dans le feuilleton de la chaîne ABC One Life to Live, on a vu une star de la musique. Attention, on va assister comme qui dirait à un choc des cultures. I am so sorry for almost ruining your show, Mr. Dog. Et oui, Snoop Dogg, l'un des plus grands rappeurs US, a joué aussi son propre rôle dans un soap et il s'y est vite fait plein d'amis. Malin comme il est, il en profite pour interpréter dans le feuilleton 2 titres de son dernier album. Le rappeur a confié que One Life to Live était le soap qu'il regardait avec sa maman depuis qu'il était bébé. Ladies, pimpin' has left the building. Le gangsta rap, quand même, c'est plus vraiment ce que c'était. Et si la plus scandaleuse des Miss France devenait animatrice télé? Le feuilleton Valérie Bègue rebondit une nouvelle fois. La rumeur donne Miss France 2008 chez TF1 l'année prochaine. Alors, vrai ou pas? Valérie Bègue est sur le plateau de Plus Clair. Elle va tout nous dire sur ses projets, sur la guerre aussi qu'il oppose à la patronne des Miss France, Geneviève de Fontenay. Valérie Bègue, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau pour votre accueil. de Plus Clair. C'est une année mouvementée, on peut le dire, pour vous. Oui. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, je suis épanouie, j'aime ce que je fais, je prends du plaisir chaque jour, parce que chaque jour il y a des choses différentes et nouvelles et j'adore. Quand je vous présentais, je disais Miss la plus scandaleuse, c'est pas moi qui le dis, c'est un sondage, un récent sondage dans TV Hebdo. Pour les Français, vous êtes donc la Miss la plus scandaleuse. Est-ce que ça vous énerve, ça vous... Non, ça ne m'énerve pas, mais j'y prête pas particulièrement attention. Mais malgré tout, je peux pas en vouloir aux Français parce que bon, c'est que j'ai été la cause de quelques soucis. Je m'en rends bien compte. Donc bon. Alors, tout le monde se rappelle des photos, celles qui ont été publiées fin décembre dans Entrevue, fin février dans Choc, c'est de ça qu'on parle. Mais une rumeur insistante dans Téléstar parle de vous à TF1 l'année prochaine en tant qu'animatrice. Alors qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Bon, il y a des rumeurs. Je sais qu'il y a eu des contacts, mais... Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec TF1? Il y en a eu, mais pour l'instant rien de concret. Sont toujours, c'est vraiment de, voilà, ça reste encore dans les projets. Je ne sais pas encore ce que je vais faire l'année prochaine. La télévision, c'est une porte que je ne me ferme pas. TF1 ou pas, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que vous êtes extrêmement sollicité. On va voir un exemple. On vous a suivi à Reims. Vous étiez la marraine des courses de la générosité. Miss France au milieu de ses fans. C'est un sujet de Julien Dugast. Pas de doute, Miss France mérite le label Vue à la télé. Mais que fait-elle entre 2 plateaux? Pour le savoir, nous l'avons suivi lundi dernier, direction Reims pour une journée bien remplie. La jeune femme à la robe verte, c'est Delphine, sa chaperonne. Une journée avec Valérie Bègue, c'est un bon moyen de vérifier les qualités nécessaires pour être une Miss digne de ce nom. C'est beau, non? Très. Miss France, c'est d'abord plus de 14 partenaires et un partenaire, ça se respecte. Là, Valérie s'apprête à visiter le garage de la marque sponsor de son élection. La Miss n'a pas le choix, elle doit être à l'aise. Je crois qu'il me va bien, ce bureau. Il vous va bien? Ouais, non, il me va bien. Ouais. Le bureau, écoutez, je veux bien rester ici. Miss France 2008 doit maintenant remplir une autre obligation. Aller à l'hippodrome de Reims, démonstration d'une autre contrainte de Miss, être toujours de bonne humeur. On reviendra la prochaine fois pour les caves. Oui. En même temps, Valérie Bègue a intérêt à s'habituer à l'ambiance des champs de course. Lille, Laval, Saint-Malo, ce sont des courses. D'accord. Et il faudrait être à toutes ces courses-là, donc? Oui, je suis invitée à toutes ces courses gentiment, donc je me ferai un plaisir d'y assister. En attendant, Miss France doit serrer beaucoup de mains. Monsieur Baraband, mesdames du comité. Une Miss doit aussi faire honneur aux produits régionaux. Écoutez, santé. Tout en étant assez maligne pour ne pas finir ivre. Autrement dit, ne pas toucher sa coupe sans que cela se remarque. Mais surtout, cette Miss France-là doit sans cesse se justifier auprès des journalistes, affaire Madame de Fontenay oblige. Vous avez mis votre écharpe, c'est quoi? C'est un pied de nez? C'est dire je suis toujours Miss France? C'est pas un pied de nez en particulier, c'est mon écharpe, j'ai toujours eu, je la garderai toujours. Et hop, le vrai travail commence. Séance de dédicace pendant 1h30 en compagnie de Miss Champagne-Ardenne, mais surtout avec l'écharpe et la couronne. Yeah. Les deux aujourd'hui, après qu'on n'ose pas dire que je suis plus Miss France. Autre secret de Miss, savoir appeler tout le monde par son prénom. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Kathleen. Merci beaucoup, Ludovic. Sans oublier de savoir refuser poliment de faire la bise. C'est Miss France quand même. On peut s'embrasser? Je suis désolée. Ah non, vous pouvez pas. Il y en a qui n'ont pas ce genre de problème. Je préfère le cheval. Mais Miss France 2008 est surtout venue à Reims pour soutenir l'association Roseau, une association qui aide les enfants atteints du cancer. Merci à vous tous d'être venus et à vous tous pour votre générosité, votre solidarité. Bonne journée. Le soir même, Valérie Beck sera de retour à Paris. Elle rencontrera le héros de Grey's Anatomy. Il faut décidément savoir tout faire quand on est Miss. Qu'on n'ose pas dire que je ne suis plus Miss France, la couronne, l'écharpe, vous l'avez ici mais aussi, votre écharpe, vous avez donc le droit de la porter. C'est une rumeur farfelue, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est venue. Enfin, la rumeur, c'est quand même une dépêche AFP, Geneviève de Fontenay. Aucune consigne de la part de Geneviève, et même si j'en recevais, l'AFP, elle a déclaré qu'elle souhaitait que vous la portiez le moins possible. Écoutez, je vais la mettre le plus souvent possible maintenant. C'est la mienne, je suis aussi Miss France. C'est de la provocation? Non. Ou non, c'est simplement, je suis Miss France, c'est qu'il faut qu'elle le respecte. Et vous parlez récemment dans la presse d'acharnement de sa part, quand vous parlez de son attitude. Mais oui, elle répète sans cesse que je n'existe pas pour elle. Donc, et toutes les semaines, il faut qu'elle parle de moi et qu'elle trouve encore quelque chose à dire, et c'est dommage. C'est dommage. Il y a vous et puis il y a sa préférée, c'est Laura Tanguy, la dauphine. Alors aujourd'hui on est dans une situation un peu bizarre et ça va loin cette histoire. Je vous propose de regarder un extrait de l'émission Le Droit de Savoir. C'était sur TF1 mardi soir et on y retrouve justement Geneviève de Fontenay et Laura Tanguy. Aujourd'hui, on peut espérer voir Laura Tanguy et Valérie Beck sur la même photo. Ah non, vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez? Non, on n'est certainement pas amis. Elle disait que justement, ça dépendait de vous, qu'elle ne ferait pas de photos si... Oh, Laura! Laura! Vous êtes là? Je suis là! Il paraît que vous êtes prête à faire des photos avec Valérie Beck? J'ai jamais dit que j'étais prête. Est-ce que j'ai dit ça? Non, alors justement, je l'ai pas dit. Justement, elle disait qu'effectivement, ce serait jamais sans votre aval qu'elle ferait rien. Non, mais je pense que vous n'avez même pas d'idée. On ne posera jamais la question, on n'a pas du tout le même rôle. Elle fera jamais les galas et je l'ai encore jamais rencontrée jusqu'à présent et pour l'instant c'est pas prévu que je la rencontre de toute façon. Elle a volé le titre et elle l'a déshonoré. Je n'accepterai jamais ces photos et s'il fallait partir dans cette direction, je m'en irais. Vous aviez vu ces images ou pas? Oui, je les avais vues. Ouais. J'étais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai été assez surprise de la réaction de Laura. Laura Tanguy, donc, que j'avais côtoyée pendant l'élection de Miss France. Ouais. On avait eu un très bon feeling, très bon rapport, et je l'ai trouvée complètement changée. Ouais. Mais bon, après, j'ai pas envie d'attiser la polémique, j'ai pas envie de commenter ça. C'est bon, écoutez, c'est leur année, qu'elles le vivent ensemble et puis qu'elles arrêtent. Il est question que vous ne soyez pas là pour remettre la couronne à la prochaine. Hors de question. Mais bien sûr que je serai là, c'est évident. Je remets mon titre à la Miss France 2009. C'est la coutume. Pourquoi je ne serai pas là? Je veux dire. Geneviève de Fontenay dit c'est elle ou moi. Donc là, on est dans un bras de fer. Je pense qu'on sera toutes les deux, peut-être, certainement même très, bien séparées l'une de l'autre. Mais c'est pas possible. Il faut réagir en adulte. Écoutez, j'ai 23 ans. C'est bien sûr. C'est à moi de le dire aujourd'hui, mais c'est incroyable. Il faut réagir en adulte. Alors, les procès avec Choc et Entrevue, c'est du passé. La polémique avec Geneviève de Fontenay, on verra ce que ça donne. Mais vous pensez à votre avenir. Alors, quels sont vos projets d'ici décembre et puis surtout après décembre? Alors, d'ici décembre, on va continuer les tournées régionales. Moi, c'est ce que je préfère le plus. Je vais continuer les tournées à l'étranger. On va partir à Las Vegas à la fin du mois. Je pars au Québec très bientôt également pour un partenaire. Et vous pensez déjà à l'après-décembre, parce que ça va passer vite? Du coup, je commence seulement à y penser depuis peu de temps, depuis les propositions. Vous êtes bien en train d'étudier des propositions sérieuses, notamment de TF1. Rien n'est fait. On verra ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Valérie Beck d'être venue sur notre plateau nous parler de ces 6 mois de règne maintenant. Oui, on est à 6 mois. Il y a 2 ans, Silvio Berlusconi la draguait ouvertement sur un plateau de télévision. Aujourd'hui,
Il en a fait sa ministre de l'égalité des chances, Mara Carfagna, animatrice du Domenico In, une sorte de Vivement Dimanche très sexy. Et donc maintenant, celle qui incarne la parité, de la photo osée au gouvernement en passant par les shows télé, parcours d'une vraie Berlusconette en images avec Julien Dugast. Comment passer de ça à ça ? Le tout en moins de 4 ans, c'est le tour de force réussi de Mara Carfagna. Depuis le 7 mai, elle est la nouvelle ministre du gouvernement Berlusconi. Alle pari opportunità, l'onorevole dottoressa Mara Carfagna. Nouvelle ministre italienne de l'égalité des chances donc, 4e femme de l'aile rose du gouvernement, elle fait beaucoup parler de l'autre côté des Alpes. C'est effectivement celle dont on parle le plus, en partie à cause du papier sur le web du Bild qui l'a proclamée la ministre la plus belle du monde. Avant d'être la plus belle ministre du monde, en 98, Mara courait les castings. Allora, io ballo, sono diplomata in danza classica e dopo il diploma al San Carlo mi sono perfezionata vari mesi in America, a New York, e suono il piano, sono all'8° anno di conservatorio e studio canto leggero da un anno. Ouais. Mais son truc, ce n'est pas la chanson. Cette bimbo transalpine est d'abord une femme de télé. 6e de l'élection de Miss Italie en 97. Direct, elle se fait remarquer et hop, elle devient chroniqueuse sur la Rai, la télé nationale. L'unica consolazione che avete è che alla fine della canzone ritroverete noi due. Certo. Et devant les caméras, elle se donne, joue de son physique avantageux et devient une star. Elle est passée pendant des années dans l'équivalent de Vivement Dimanche chez nous, sauf que c'est un Vivement Dimanche, disons, beaucoup plus coloré. Et les spectateurs, tout le monde regarde ça en Italie, surtout pendant les semaines un peu hivernales. Et du coup, tout le monde la connaissait. En 2004, fini la télé. Mara rejoint Forza Italia. 2 ans plus tard, elle est élue à la Chambre des députés. Silvio Berlusconi est sous le charme et là, scandale. C'est à elle qu'il avait fait une sorte de déclaration d'amour public en disant si j'étais libre, je l'épouserais sur le champ. Et c'est ce qui a ensuite provoqué la colère de son épouse, Véronica Lario, qui lui a demandé des excuses publiques. Donc de ce fait, Mara Carfagna, qui était connue en Italie, est devenue également connue aux États-Unis, dans le monde entier. Et aujourd'hui, Mara fait les beaux jours des émissions satiriques italiennes. Anche 10 anni fa aveva lo spirito del ministro, sapeva già tutto del balletto delle poltrone. Infatti, guardate, la poltrona non la molla mai. En même temps, une ancienne cover girl, sexy, catholique, de droite, devenue ministre qui en plus sait danser la salsa, ça pourrait donner des idées. Vous vous posez une question, la réponse est sur le net. D'un clic, gratuitement, vous voilà propulsé dans une encyclopédie libre. Ce sont les internautes qui créent ou complètent les articles. Le business marche très fort et attire les appétits. Après Wikipédia, c'est Larousse qui se lance cette semaine dans l'aventure. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone ? Avant, une encyclopédie, ça ressemblait à ça. I can read about the good old days in my Encyclopedia Britannica. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça, à Wikipédia par exemple. Créée en 2001 par l'homme d'affaires américain Jimmy Wales, l'encyclopédie en ligne est devenue le site de tous les records. 10 millions d'articles, 22 millions de visiteurs par mois. De quoi donner des idées au roi du dictionnaire, Larousse, qui a lancé cette semaine son encyclopédie en ligne. Elle comporte 2 parties. D'une part, sur la partie gauche de l'écran, l'encyclopédie Larousse, faite par les gens de Larousse. De l'autre côté, du côté droit, la partie encyclopédie contributive, réservée aux internautes, et qui vous permet de créer un article sur le sujet de votre choix. Article que vous pourrez signer, et surtout, un article que personne ne corrigera, hormis vous. Car il est là le talon d'Achille de l'encyclopédie Wikipédia. Ces articles peuvent être modifiés librement par les internautes, d'où certains dérapages, comme en avril dernier quand le site a annoncé à tort la mort de Philippe Manœuvre. Une blague pas vraiment du goût du juré de la Nouvelle Star qui a réagi jeudi dans Le Parisien. Je suis allé porter plainte et je saurai quel est le mauvais plaisant qui a fait le coup. À partir du moment où il porte plainte, donc un juge ou la police peut demander à la fondation Wikimedia, qui est l'hébergeur de Wikipédia, de fournir l'adresse IP de la personne qui a rajouté, qui a tenu ces propos diffamatoires. Wikimedia France s'en félicite. Malgré ces bugs plutôt embarrassants, les encyclopédies participatives se multiplient sur le net. Google travaille au lancement de la sienne. Et des versions fantaisistes voient même le jour, comme Chikipédia, l'encyclopédie des jolies filles.
I'm Wikipedia. And I'm Checkopedia. Well, I have all the facts you'd ever need, like Jessica Alba's birthday. I have all the facts you need, like her measurements. Really? À part ça, dans la webzone, on vous en parlait la semaine dernière. Miley Cyrus est la sensation du moment sur la planète People US. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. À seulement 15 ans, l'héroïne de la série Hannah Montana a fait scandale lorsqu'elle est apparue légèrement vêtue dans le magazine américain Vanity Fair le mois dernier. Miley a même été obligée de s'excuser. She's expressing shame over the picture. She's apologizing to her fans. Alors sur le net, Miley Cyrus fuit les soucis et décompresse. This is the Miley and Mandy Show! Avec sa copine Mandy, elle met en ligne chaque semaine une vidéo dans laquelle les deux ados chantent et dansent à la limite de l'hystérie. Des vidéos repérées par une troupe de danseurs californiens qui ont décidé de leur lancer un défi. Miley and Mandy, we're coming right after you. We're gonna challenge you to the biggest online dance battle. Un clip dans lequel on croise quelques people comme Diana Ross ou Lindsay Lohan. Même pas intimidés, Miley et Mandy ont répliqué quelques jours plus tard sur le dance floor. 2 clips visionnés plusieurs millions de fois. À suivre le prochain round de ce clash de danse sur le web. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. D'ici là, ouvrez grand vos yeux.